Bonjour à tous et à toutes et à tous. Voilà. Bon, vous me connaissez peut-être de plus en plus, je pense. Même vous, moi, je commence à vous connaître. Donc, je vous remercie encore une fois de me permettre de venir chez vous. En fait, ici, c'est un pays que j'aime beaucoup et voilà. Et puis les gens aussi, je les aime beaucoup. Voilà. Donc, en particulier Sidali qui est toujours en retard parce qu'il est très très bavard, mais il est très 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 intéressant. Et Hakim, voilà. Bon, merci encore. Alors, comme je n'ai que 20 minutes sur ce sujet, alors pas que la blockchain, mais plus généralement le digital, je pense qu'on pourrait y passer une journée ensemble. Et d'ailleurs, moi, si vous voulez, on le fera. Hein, voilà. Si on arrive à échanger pendant une journée sur le digital, moi, c'est vraiment mon sujet. Pas spécialement la blockchain d'ailleurs, mais en général le digital. Donc moi, c'est quand vous voulez, on peut échanger là-dessus. En 20 minutes, je vais essayer de vous passer quelques messages et si possible, de faire un pont avec ce que va faire Iman derrière, parce qu'elle est vraiment spécialiste. Donc, plutôt que de vous parler directement de la Distributed Ledger Technology ou de la blockchain technology pour l'accord de Paris, je vais commencer par une première question, si vous permettez. Qui connaît la blockchain ? Allez-y, osez. Parce que c'est important quand même. Hein. Non, allez-y, osez. C'est pas possible. Qui a entendu parler de la blockchain ? Allez, levez les mains. Ah, voilà. Donc, qui a entendu parler de la blockchain ? On va dire une majorité dans la salle. Très bien. Qui connaît la blockchain ? Donc, on a vu peut-être un peu moins, enfin, où vous osez pas, on va dire, allez, la moitié de la salle. Maintenant, qui comprend la blockchain ? Très bien. Une personne. Bravo. Je pense qu'Iman, elle peut peut-être lever le doigt aussi, peut-être 2 personnes. Voilà. Bravo. Très bien. Eh bien, en fait, je suis exactement comme vous. Voilà. Donc, premier point. Donc, dans ma présentation, je suis exactement comme vous. Simplement, j'ai eu un chemin pour arriver là, et c'est ce chemin dont je vais vous parler 1 minute. Je me suis dit, qui connaît ou qui a entendu parler des iPhones ? D'accord ? Là, c'est sûr, tout le monde lève le doigt. D'accord ? Qui comprend comment ça marche ? Ben, en fait, c'est la même chose. On ne comprend plus comment ça marche. Vous êtes d'accord ? On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On est incapable de le savoir. On ne l'a jamais démonté. Dès qu'on le démonte ou on le met dans l'eau, on le perd. En fait, il est mort, le truc. Voilà, on est incapable de le réparer, etc. Voilà. Donc, je me suis dit, finalement, la blockchain, c'est peut-être la même chose que ça. Ce qui ne nous empêcherait pas de l'utiliser. Vous voyez ? Voilà. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. C'est en fait, finalement, on a beaucoup de mythes autour de ce protocole, mais peut-être, est-ce qu'on a besoin de le comprendre en détail ? Peut-être oui, peut-être pas. D'accord ? Bien. Alors maintenant, partant de là, qu'est-ce que moi j'ai observé ? En tout cas, ce qu'on a observé à l'Institut du Bachelier, et je répète, nous on a des équipes plus spécialistes que moi en particulier. Donc d'abord, la première chose que j'ai observée, que je partage avec vous, c'est que vraiment, à ce stade, la blockchain n'est absolument pas un produit sur l'étagère. D'accord ? Si on reprenait l'image de ça, pour moi, et Iman peut-être me contredira, mais pour moi, la blockchain, c'est absolument pas ça pour l'instant. C'est éventuellement des bouts de ça, donc des composants. D'accord ? Ce qu'on peut trouver sur l'étagère, c'est éventuellement des composants, et d'ailleurs pas tous stabilisés, on va le voir au cours de la présentation, il y a encore des choses qui évoluent beaucoup. D'accord ? Donc premier point, ce n'est en aucun cas un produit sur l'étagère pour l'instant, et un produit stabilisé. La deuxième chose que j'ai pu observer, c'est qu'il y a beaucoup de test and learn dans cette affaire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui essaient, et on apprend énormément de choses à essayer. Donc ça, c'est le deuxième message que je veux vous passer, c'est oser tester, et vous allez apprendre beaucoup. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, si vous regardez sur Google, vous avez énormément d'expériences de gens qui ont testé, qui ont appris et qui le disent d'ailleurs assez bien. Il y a de très très bons tutos sur YouTube sur la blockchain ou des points particuliers de la blockchain. Et le dernier point, ce sont les externalités. C'est-à-dire que c'est la troisième chose que je retiens, c'est que ce sujet a créé énormément d'externalités.
externalité, sérendipité, enfin toutes ces choses qu'on connaît un peu intuitivement, qui est que, en fait, en cherchant des champignons, on trouve des lièvres. D'accord ? Voilà. Ça, c'est pour moi ce qui s'est passé de mes 2 dernières années blockchain. D'accord ? Je vous donne un exemple. On a commencé par le Bitcoin, comme tout le monde. On s'est dit blockchain, Bitcoin. En fait, non. Un Bitcoin, c'est une chose, c'est des monnaies. D'accord ? Et blockchain, c'est un protocole, c'est autre chose. D'accord ? Bien. On a mis un certain temps à le comprendre déjà. Et ensuite, on s'est dit Bitcoin. Tiens, c'est intéressant, Bitcoin. Donc, en bon matheux économiste, on s'est dit, bon, à quoi ça sert le Bitcoin, hormis à faire du marché noir, quoi. Voilà, on a été très clair au départ. On a dit, finalement, le Bitcoin, est-ce qu'il y a d'autres usages que d'éviter la TVA ? Voilà. On s'est aperçu que, effectivement, c'était TVA et ISF, et impôt sur la fortune en France. D'accord ? Moi, le premier Bitcoin que j'ai essayé d'échanger, c'était un gars qui voulait m'acheter du Bitcoin pour y placer sa fortune pour que ça échappe au fisc. Vous voyez ? Voilà, ça c'est ma première expérience Bitcoin. Je l'ai fait dans une station-service, d'ailleurs, il y a 2 ans, voilà. Donc, vous voyez, on s'est dit, bon, ok, Bitcoin, est-ce qu'il y a autre chose que finalement le marché noir ? Et partant de là, on s'est aperçu que, ok, le Bitcoin était une chose, il y avait quand même pas mal de choses qui tournaient, mais de moins en moins, éventuellement, quoique. Bon, en tout cas, il y a les régulateurs qui s'en chargent. Et surtout, on a découvert quoi ? On a découvert, donc par sérendipité, par externalité, on a découvert les atouts des monnaies locales. Et là, on s'est dit, tiens, finalement, est-ce que partant du Bitcoin, on ne va pas regarder plutôt les monnaies locales ? Et là, on s'est aperçu qu'il y avait plein de choses intéressantes sur les monnaies locales, à tel point qu'on est en train, avec le Crédit Agricole, qui est une banque régionale chez nous, on est en train d'explorer des expériences, en fait, de monnaie locale sur des territoires. Et la monnaie locale, elle a un avantage considérable. C'est qu'en fait, vous utilisez un circuit court. Donc, on a regardé, je vous donne l'exemple, et après j'en viens donc à mon point. En partant du Bitcoin, on s'est aperçu finalement les monnaies locales, c'était très intéressant. On a embarqué un banquier là-dedans, et on a regardé si on ne pouvait pas éventuellement permettre sur un territoire, effectivement, à un restaurant, à un bar, de produire des factures soit en euros, soit en monnaie locale. Mais cette fois-ci avec la TVA, c'est-à-dire une comptabilité en monnaie locale. Et ainsi de suite. Et on en est à regarder si on ne pourrait pas expérimenter, d'ailleurs le ministère des Finances est assez intéressé, à essayer d'expérimenter, vous savez, on a les minima sociaux en France, ce qu'on appelle le RSA, qui est le revenu de solidarité pour les gens qui ne travaillent pas, etc. Donc c'est des revenus qui sont donnés par l'État. Et on essaie de regarder si on ne peut pas expérimenter un revenu RSA en monnaie locale, qui a un avantage énorme. Si vous donnez 600 € à quelqu'un, quelque part en revenu de solidarité, en général, la première chose qu'il fait, c'est qu'il achète un iPhone. Vous voyez, donc il achète en Amérique ou sinon en Chine. D'accord ? Si vous le payez 600 en monnaie locale, il ne peut consommer que localement. D'accord ? Donc, automatiquement, vous avez un bienfait de cette consommation en circuit court qui fait que vous pouvez même faire 2 choses qui sont examinées à l'heure actuelle. Supprimer la TVA, donc faire une franchise de TVA sur cette monnaie. Pourquoi finalement taxer ça plutôt que de l'encourager ? Deuxièmement, augmenter le RSA. Chiche, quelqu'un qui dit « moi je suis prêt à être payé en monnaie locale », au lieu de 600, il touche 850. Donc vous voyez, voilà. Ça, à nouveau, c'est notre expérience, ça fait bizarre, mais c'est notre expérience Bitcoin, etc., qui nous a amenés dans ces choses. Donc je répète mon introduction, peut-être un peu trop longue, donc j'espère que je vais quand même attaquer mon point. C'est donc, ce n'est pas un produit sur l'étagère, il faut oser ça, il faut oser le test and learn, donc, et on n'est pas à l'abri, mais loin de là, de très bonnes surprises. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, j'en viens à mon objectif, qui est de vous parler donc de l'utilisation de la blockchain pour l'accord de Paris. Alors à nouveau, le chemin importe plus que l'objectif. Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le... Bon, à la limite, cette planche, elle n'est pas très intéressante, si ce n'est de montrer que l'accord de Paris, que vous connaissez tous, c'est la COP21, le fameux COP21. Bon, c'est donc 198 pays, je ne me souviens plus, qui décident ensemble, et c'est une démarche
bottom-up, c'est-à-dire c'est vraiment, d'ailleurs on peut disserter pourquoi les États-Unis sont un peu moins d'accord, c'est parce que en fait les États-Unis qui pensent être les premiers de la classe, on leur propose une démarche où ils font alliance avec les 198 autres élèves de la classe. Alors évidemment, quand vous demandez au premier de la classe de faire un travaux dirigé avec le dernier de la classe, souvent le premier de la classe il dit non. Le dernier est très content et le premier il dit moi finalement ça m'intéresse pas. Voilà, c'est juste au passage. Mais toujours est-il que donc c'est une démarche bottom-up qui est une démarche volontariste, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des pays qui signent et qui s'engagent. Bien. Alors, la seule chose qu'on peut regarder là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a plein d'étapes mesurables. Donc, je commence à vous expliquer notre chemin intellectuel, d'accord ? Donc, déjà, c'est long terme. Il y a plein d'étapes. Elles doivent être mesurables. D'accord ? Mais de toute façon, on sait très bien qu'en j'espère que ce sera moi en 2050 qui vérifierai les émissions carbone, mais bon, il se peut que non. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est quelque chose qui dépasse effectivement la distance humaine. Voilà. Donc, il nous faut quelque chose qui, quelque part, est dit, est fait, est mesurable. On va y arriver. C'est le fameux MRV, monitoring, review. Et V, ça doit être, validation ou quelque chose comme ça. Donc on se dit, tiens, il y a un truc là qui nous dépasse en tant qu'être humain, qui est vachement long terme, qu'il faut mesurer. Bon, ok, premier élément. Deuxième élément, très important, qui nous amène à la blockchain, c'est la différence entre le protocole de Kyoto, donc je ne me souviens plus quand c'était, je suis pas un spécialiste du climat, mais peut-être ça va être il y a 10 ans, on va dire il y a 10 ans. Il y a le protocole de Kyoto. Et COP21, donc novembre 2015, je crois, voilà, l'accord de Paris. Et en fait, c'est quoi la différence finalement ? Qu'est-ce qui fait que Kyoto est très différent de Paris, ou Paris est plutôt très différent de Kyoto, et du coup on arrive à la blockchain ? Si je regarde, c'est les carrés jaunes. Donc en gros, il y a un côté fair play, d'accord ? Très important. Bon, ok, fair play, mais comment on peut jouer avec des gens qui ne se font pas confiance ? C'est le problème de Kyoto, d'accord ? Un des échecs de Kyoto, c'est ça. C'est, ok, vous déclarez, vous faites des trucs, mais les gens, ils ne se croient pas entre eux. D'accord ? Bon, donc, ok. Ensuite, article 6, il faut créer des marchés. Donc, il faut se faire confiance, il faut échanger des trucs sur lesquels on est d'accord, même si on est ennemis, même si on n'est pas d'accord, puisque là, on est 190 pays, donc je veux dire, ils sont pas tous copains, hein. Voilà. Donc, et deuxièmement, on va créer un marché. Et évidemment, pour créer un marché, il faut quelques composantes qui sont transparence et alors accountability, je ne sais jamais comment le traduire, mais bon, on va dire responsabilité devant l'acte, je ne sais pas comment on peut appeler ça. D'accord ? Voilà. Et c'est de là qu'est née, dans nos équipes, l'idée, alors on a écrit même un petit article dans les Échos, mais qui est passé inaperçu, c'était il y a à peu près 12 mois, 13 mois, on s'est dit, mais finalement, on commençait à regarder le protocole blockchain, je répète, on avait déjà strippé des bitcoins, les bitcoins c'était autre chose, on était parti sur un autre chemin, on regarde et on se dit, mais mince, ce blockchain, la promesse du blockchain, est-ce que ce n'est pas ça, et ça Imen vous le démontrera peut-être même, est-ce que c'est pas ça finalement ? Un truc qui permet à des gens qui ne se font pas confiance à la base, le fameux trustless, de finalement s'entendre à minima sur un registre partagé, transparent, accountable, etc., registre qui permet après de faire des transactions. Donc on est là dans le cœur, pour moi, de mon message, qui est finalement, on ne s'est pas du tout obligé à faire de la blockchain à l'ILB, à l'Institut du Bachelier, on s'est surtout pas obligé d'appliquer le protocole blockchain pour le climat parce qu'il y avait 2 sujets à la mode. Blockchain, tout le monde en parlait, tiens, il fallait faire quelque chose. Climat, tout le monde en parlait, il fallait faire quelque chose. On va mixer les deux et ça va faire un projet. Non. C'est juste, on s'est dit, mince, il y a un truc qui s'appelle l'accord de Paris qui a l'air d'avoir besoin exactement des promesses ou des valeurs ajoutées embedded inside la blockchain. Pourquoi on tente pas, justement, un test and learn ? Vous voyez l'idée ? Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment, alors c'est un exemple, on en a d'autres, je vais plutôt vous développer celui-là, mais pourquoi ? Parce que on aurait pu utiliser un autre outil, d'ailleurs il y a plein d'autres outils qui sont des databases, on va le voir, à l'heure actuelle, la Caisse des dépôts a le registre des émissions carbone qu'on a blockchainé, là, sur un pilote, et ça marche, hein.
Je veux dire, on n'est pas obligé d'utiliser la blockchain. Sauf qu'elle apporte de la valeur. Vous voyez, c'est pas juste remplacer l'homme par la machine, c'est juste remplacer l'homme par une machine qui est augmentée, d'accord, par rapport à ce que fait l'homme, puisque l'homme ne se fait pas confiance. Vous voyez, voilà. Donc nous, on se limite maintenant à ces problèmes-là. D'abord, ça nous simplifie un peu la vie. C'est-à-dire, on se limite à des problèmes qui, par essence, ont besoin d'un protocole avec toutes ses finesses pour sa valeur ajoutée et pour arriver au... D'accord ? S'il faut utiliser SQL, MySQL ou Oracle, ben on utilise MySQL ou Oracle. On n'utilise pas blockchain juste parce qu'il faut dire on utilise blockchain. Non, c'est pas vrai. Comme je dis souvent, moi, je n'aime pas du tout lire le journal là-dessus. De toute façon, c'est pas fait pour lire le journal à la base. Eh ben, je lis mon journal. D'accord ? Papier. J'ai pas besoin de m'obliger à lire le journal là-dessus. J'y vois rien. D'accord ? Voilà. D'accord ? Donc, c'est exactement notre approche. En tout cas, à l'Institut du Bachelier, moi, c'est vraiment une approche que je vous suggère de développer, enfin, ou de suivre. Voilà. Je répète, pour moi, le chemin est plus important à l'heure actuelle pour un produit non stabilisé que l'objectif. L'objectif, vous pouvez vous tromper. Le chemin, ça va vous patiner une expérience, un knowledge, et là, vous allez être dans la course pour de vrai. Voilà. Alors, donc, trust, attractivity, pour que les pays aillent vers du low carbone. D'accord ? Donc je dirais, il n'y a pas grand-chose à retenir non plus, comme je n'ai que très peu de temps, je vous ai mis un peu plus de planches pour que vous les lisiez, mais à nouveau, c'est pas en 20 minutes que je vais les explorer complètement, mais vous pourrez poser des questions ou les revoir. Bien, je pense que ce qui est important, c'est, NDC Framework, c'est les fameuses contributions nationales. Donc là encore, on parle des contributions nationales aux émissions de gaz à effet de serre. On parle en général d'un MRV process. Vous allez voir ces termes apparaître. Monitoring, review, valuation, je crois, qui est levé. Bon, voilà. Et effectivement, intégrité, traçabilité. On l'a bien vu. Imen va le redire. C'est indélébile. C'est-à-dire, lorsque vous avez validé un bloc, il est là. D'accord ? On sait d'où il vient. On sait qui l'a fabriqué. Donc on voit bien de fil en aiguille que pour tous ces trucs où les gens ne se faisaient pas confiance, ben là on a quand même un truc qui a l'air d'être irrévocable, inconditionnel, indélébile, sur la base de choses, ce qu'on appelle evidence-based, c'est-à-dire, voilà. Donc on sent bien qu'il y a de la puissance dans cet outil pour au moins atteindre les deux objectifs qui sont NDC, donc les fameux déterminants nationaux aux émissions, et le MRV. Voilà. Alors, je vais aller vite sur là-dessus, puisque vraiment, pour vous dire, alors ça c'est la page de promotion, c'est un peu l'inverse de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire vous allez voir, blockchain, il y a des applications un peu partout, voilà. Alors, de temps en temps ça met en confiance, de temps en temps c'est anxiogène, moi je passe la planche, c'est Imen qui traitera ça, voilà. Moi je vous dis, de tout ça, on n'a retenu que quelques petits trucs, voilà, pour les raisons que je vous ai exposées. D'accord ? Alors voilà, Distributed Database, on enlève le third party, il y a des smart contracts, pour nous c'est ça le résumé, c'est-à-dire qu'effectivement on est capable de puzzleiser un problème, puisque c'est exactement ça, c'est-à-dire on va le mettre en bloc, on va le puzzleiser, ça va donner à la fois des choses extrêmement précises, extrêmement sécures, d'accord, et on n'a plus besoin d'un tiers, le tiers c'est tout le monde, d'accord, voilà. Alors, bon, après vous pouvez trouver sur Internet, centralized, decentralized, distributed, vous verrez tout ça. Bon, il est clair que la blockchain est dans la partie 3. Alors, on va le voir tout de suite, c'est dans la partie 3, mais quand même. Alors, je ne suis pas sûr que vous puissiez lire le jaune, donc je vous le dis et je le répète. Donc, distributed database, c'est vraiment, il y a toute l'histoire, il n'y a aucune personne qui a toute l'information et d'autre part, il n'y a pas d'intermédiaire pour vérifier. C'est un peer-to-peer, donc ça c'est vraiment très important puisque c'est vraiment la base. Hein. Il faut que les pays se fassent confiance, d'accord ? Donc il faut absolument qu'ils échangent entre eux, d'accord ? Transparence et pseudonymity. Alors c'est un terme un peu bizarre, mais en gros vous apercevez que vous pouvez être anonyme ou pas. Vous voyez sur la blockchain, donc ça règle un peu les problèmes, mais ça à nouveau. Hein, vous plongez dans Google, vous regardez, Imen va vous expliquer tout ça. Soyez cool sur le RGPD, RGDP, le truc.
la blockchain, vous pouvez être anonyme, hein, vous pouvez anonymiser vos données, donc c'est pas un gros souci. Alors évidemment, avec des données anonymes, vous faites pas la même chose qu'avec des données non anonymisées, hein, évidemment. D'accord ? Bon, voilà, irréversibilité. Bon, je répète. Alors, je vais aller plutôt que ce schéma que vous trouvez partout sur les YouTube et compagnie, donc qui vous explique en schéma. Il y a des très bons tutos dessinés hein, sur Google, je répète, sur la blockchain, toutes les étapes. Moi, j'en viens plutôt à ça. Proof of work, proof of stake. Alors là, je pense que il n'y a pas grand monde qui a regardé ce point, mais disons que là, à nouveau, dans notre chemin, on s'est dit, dans notre chemin un peu agnostique, c'est-à-dire de dire, bon, ok, c'est sympa, tous ces gens qui arrivent avec blockchain, on dirait des nouveaux religieux, là, qui sont arrivés avec un nouveau truc qu'il faut absolument aimer, et nous, on est agnostique. Comment on fait, en fait? Et donc, on a regardé, effectivement, et un premier truc qui nous a gênés, si je reviens, c'était ça. C'était le diagramme du milieu. On s'est dit, bon sang, quand même, si on a inventé la centralisation, c'est pas pour rien. C'est que si on se met tous dans cette salle, au lieu de se mettre dans 100 salles différentes, on va peut-être économiser un peu d'électricité. Vous voyez l'idée, d'accord? Donc, en tant qu'agnostique, on s'est dit, ouais, vous êtes gentil avec votre blockchain, mais vous consommez combien pour faire ce truc-là? Parce que c'est bien gentil, mais on est quand même dans une optique de l'appliquer au climat, quoi. Vous voyez le gag? On utilise un truc qui troue la couche d'ozone et qui, alors, selon les estimations, moi j'aime bien les perspectivistes parce qu'ils ont tous, les prospectivistes, ils ont tous raison et tort à la fois. C'est-à-dire, en plus, ils vous expliquent toujours après coup pourquoi ils ont eu tort. Bon, enfin bref, souvent d'ailleurs on dit que c'est les économistes qui expliquent la météo, qui expliquent le lendemain pourquoi ils se sont trompés sur la météo de la veille. Bon, toujours est-il que les prospectivistes disent, attention, votre blockchain, si elle est implémentée, je crois en 2020, elle consomme l'équivalent, me semble-t-il, mais tu peux me corriger, de l'électricité de la Norvège, je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire, vous imaginez, c'est un truc délirant, quoi. Si on met tous ces trucs, toutes ces blockchains, et ça continue comme ça, et on a tout à valider comme ça avec donc le proof of work, qui est en fait un mécanisme, vous le regarderez sur Internet, hein, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de mineurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui, en gros, passent du temps avec des machines, avec des puissances de calcul, de l'électricité, etc., à miner des problèmes, c'est-à-dire à résoudre des problèmes qui leur permettent de valider des blocs. Si vous regardez, cette théorie de blockchain vient de je sais pas quoi, un illustre japonais inconnu, mais en fait, on sait même pas s'il existe. Enfin bon, bref, il faut voir, il y a une couche énorme, ils ont pensé à tout, d'accord? Donc au début, ils ont dit proof of work. Ils ont dit, on va faire des exercices en ligne à des gens, et la preuve qu'ils peuvent valider les blocs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être d'une certaine manière tiers de confiance, c'est qu'ils savent résoudre ces problèmes. Bon, en fait, on s'est aperçu quand même que, bonjour, hein, d'abord ça prenait un temps fou, mais surtout, en fait, l'électricité demandée était énorme. Donc là, autre élément quand même important dans l'affaire, c'est que vous verrez, la blockchain passe beaucoup maintenant à proof of stake, qui est, en plus, entre nous, proof of work, l'idée, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui se sont fait pirater pour ça, il y a plein de serveurs qui ont été piratés, tout simplement pour utiliser des puissances de calcul et des processeurs, en fait, c'est plutôt les processeurs, pour miner, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens voilà. Et en plus, dernier point, il y avait ce qu'on appelle le mining cartel qui s'est installé, c'est-à-dire qu'il y avait, je ne sais pas combien, 80%, je crois, des mineurs qui étaient en Chine. Chine qui a 1,6 milliard d'habitants, donc vous imaginez si tous les mineurs, c'est-à-dire tous les gens qui valident sont tous d'un même pays, ça commence à poser des problèmes de gouvernance, vous voyez. Donc voilà, etc., etc. Donc toujours est-il que le truc est vraiment loin d'être stabilisé, mais ça évolue. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont inventé le proof of stake, qui est assez différent. C'est-à-dire pour valider, vous êtes obligé de montrer, en fait, ce qu'on pourrait appeler en banque des fonds propres. C'est-à-dire vous êtes obligé de montrer que vous avez une certaine capacité en fonds propres pour valider. Donc on n'est pas dans le système centralisé avec le tiers de confiance, mais on est quand même dans un système où c'est pas n'importe qui avec de la puissance machine peut y arriver. Il y a une preuve et en plus, le paiement n'est pas le même. C'est-à-dire le paiement est payé par des transaction fees, c'est-à-dire on retrouve avec le proof of stake quelque chose de beaucoup plus économique au sens conventionnel du terme. On retrouve des fonds propres avec de la monnaie, ou d'une certaine manière une monnaie ou un échange, qui est en fait sur la base de coûts de transaction
Et donc, vous retrouvez tous ces mécanismes d'offre et demande qui finalement font, au total, qu'avec le proof of stake, on a quand même un système beaucoup plus économe, beaucoup plus sobre en énergie. Voilà. D'accord ? Donc, on y est presque. Alors, ça, je passe. Ça, c'est les gens qui ont essayé dans le secteur de l'énergie, donc vous pourrez voir. Et j'en viens donc à cette planche qui dit, voilà, finalement, qu'est-ce que ça peut changer ? Finalement, ce système décentralisé, où les gens, même s'ils ne se font pas confiance, arrivent à échanger sur des choses qui sont validées, qui permettent de progresser. Avec la transparence de comptabilité, finalement, ça crée un marché. Voilà. C'est-à-dire que nous, notre espérance vue d'aujourd'hui, c'est qu'enfin, on puisse créer un vrai marché du carbone, pour faire court, un marché du carbone, c'est-à-dire un marché où effectivement les producteurs, les émetteurs, puissent donner leurs émissions, les avoir validées, etc., avec des gens qui, eux, sont potentiellement ou possèdent des crédits, en fait, d'émissions, et donc que tout ce monde puisse, sur une trading plateforme, commencer à s'échanger. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, je passe un peu tous les arguments, je dirais que vous pourrez lire, parce qu'il faut quand même que j'arrive à mon point. Donc, voilà, moins de coûts, vraiment une intégrité totale. Autre point très important. On a potentiellement, on n'y est pas arrivé encore, je vais arriver à mon pilote, mais on est en cours on est work in progress, Mais simplement, il faut retenir un truc. Sur le climat, notamment les émissions carbone, avoir un produit low cost, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça peut intéresser des pays. Alors, peut-être le vôtre, mais j'ignore. En tout cas, ça a intéressé, à la dernière COP qui était à Bonn, ça a intéressé par exemple les Fidji, une île qui n'avait pas fait grand-chose et qui n'avait pas envie d'avoir un système de registre d'émissions qui soit très sophistiqué, dans le sens très cher, etc. Donc avoir un produit low cost, ça intéresse le Maroc aussi, qui se dit finalement, j'ai pas de registre des émissions, est-ce que je pourrais pas, via un produit low cost, aller vite à ce registre, qui est important quand même, puisqu'il est à la base de l'accord de Paris, et vous voyez, ça permet de sauter un peu des classes, avoir un produit low cost. Le fait qu'il soit intègre, c'est par définition, et le deuxième truc important de ce produit, c'est qu'il est low cost, donc il coûte pas cher de mettre un pied dans l'affaire, et deuxièmement, il est scalable, c'est-à-dire qu'il est interopérable. C'est-à-dire, si vous développez une blockchain en Algérie, sur les registres carbone, vous pourrez très aisément, surtout si on se parle avant, mais l'intégrer, ou nous intégrer à vous, c'est-à-dire on pourra les rendre interopérables très facilement. D'accord, nos deux protocoles d'émission, et ça, cette scalabilité, elle est vraiment très intéressante. Voilà, c'est-à-dire low cost et scalabilité, c'est vraiment un produit, comme je dis, qui fait sauter les classes lorsque le problème est un bon problème, ce qui est celui-là, d'accord. Et à nouveau, vous n'êtes pas obligé de comprendre, vous pouvez sauter les classes. Voilà, c'est important. Alors voilà, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un pilote sur les émissions carbone, donc le registre émissions carbone qui depuis Kyoto est détenu par la Caisse des dépôts. C'est une détention. C'est pas des scribes, mais quasiment. C'est-à-dire les gens déclarent leurs émissions, les gens déclarent être porteurs de certificats de crédit carbone, voilà. Et tout ce beau monde, avec une comptabilité classique, d'accord, se voit, échange, etc., etc. Et la Caisse des dépôts a dit chiche, on le bascule en blockchain. Et on voit si toutes vos promesses sont effectivement réalisées. Alors effectivement, ça s'appelle le Climate Change Research Program chez nous, parce que on a donc ce pilote que je vais pas. En fait, j'ai essayé hier de faire une vidéo, mais je suis pas arrivé, donc je suis absolument confus. Je peux pas vous passer le petit film où on voit les trucs s'échanger, où en gros on voit. C'est simple, c'est une blockchain privée, le pilote. Je vous fais court, blockchain privée. Donc pour l'instant, on n'a personne qui nous regarde, etc. On est entre nous. Vous avez, je sais pas, quelqu'un qui veut mettre du solaire ou de l'éolien, il décide qu'il va participer donc à des réductions d'émissions carbone. Donc il se déclare, il crée ses blocs. Il y a des validateurs, donc c'est un proof of stake, c'est-à-dire il y a des validateurs qu'on connaît, qui sont capables de valider l'origine, l'histoire, combien d'émissions carbone. Parce que vous voyez, quand vous faites du solaire, vous dites ok, il n'y a pas d'émissions carbone. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que pour fabriquer le panneau solaire, il y a eu des émissions carbone. Donc vous voyez, c'est un peu fractal comme sujet. C'est-à-dire, suivant le degré de précision que vous avez,
vous avez une histoire, vous avez un bloc qui est plus ou moins, si vous voulez, complet, précis, etc. Donc nous, on a opté, comme on est entre nous, donc c'est un pilote, on est entre nous, on a opté pour des validateurs qui savent valider un parc éolien, par exemple, voilà. Et après, donc vous avez des entreprises qui, elles, ont envie d'acheter des droits à polluer, entre guillemets, et qui vont donc potentiellement faire affaire avec des gens qui, eux, ont plutôt une optique de réduction. D'accord ? Voilà. Donc on s'est mis dans un pilote, et surtout, ce qu'on a dit, c'est, OK, on fait ce pilote, on essaie vraiment de convaincre, et j'aimerais vous convaincre que c'est low cost et c'est relativement facile à faire, donc on pourrait le tenter ensemble, d'accord ? Et ce qu'on s'est dit, c'est on décide que si ça se propage, on écrit une charte tout de suite qui s'appelle la Climate Chain Coalition. C'est-à-dire que tous les pays qui vont essayer ce pilote, ils signent un truc en 10 points, voilà, dont un, voilà, donc ça s'appelle la Climate Chain Coalition, dont un, alors vous voyez, ça ressemble vraiment à une database, hein, c'est-à-dire que là, il y a, je sais pas quoi, il doit y avoir un éolien, vous voyez, tous les trucs, c'est assez rigolo en fait, c'est comme Uber, je sais pas si vous avez Uber en Algérie, non, je sais pas, il y a Uber. Moi j'adore Uber parce que je vois les petites voitures bouger, je sais pas vous, voilà. Ben là c'est pareil, vous voyez les trucs, hop, vous cliquez, vous voyez la définition de l'usine, du parc éolien, de machin, tous les détails et tout, et puis après vous le voyez bouger, dans le nœud, hop, ça va être validé, papa, et puis hop, à la fin, il y a quelqu'un qui a acheté en fait le crédit carbone de l'autre, bon c'est assez ludique en fait. Bon, toujours est-il que on n'a pas fait ça que au plan pilote, je dirais un peu irresponsable ou déresponsabilisé sur la partie énergivore, d'accord ? On a demandé, donc, il n'y a pas que ça, hein, parce que il y a d'autres sujets aussi, il y a des sujets de gouvernance, on les a un peu effleurés, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de sujets. Donc on s'est dit, ok, celui qui fait des pilotes avec nous, il signe une charte, il y a 9 points, vous voyez, voilà. Et on demande à chacun, alors maintenant, on fait des Skype, c'est énorme, on fait des Skype, il y a des gens des Fidji, Nouvelle-Zélande, des gens au Brésil, et on est, je sais pas combien de signataires, déjà une trentaine dans la Climate Change Coalition, on dirige ça, on copilote ça avec une fondation suisse, bon, c'est bien la Suisse, ça fait sérieux, vous voyez, bon, voilà, donc, voilà, c'est neutre, ça fait sérieux. Donc on s'est mis, en plus ils ont plein d'argent, donc c'est pratique, parce que pour faire les Skype c'est mieux. Bon, toujours est-il que donc on s'est mis là, et on a dit voilà, celui qui fait un pilote avec nous, et elle est dynamique hein, cette charte, voilà, il s'engage à certaines choses, donc je vais conclure là-dessus. C'est donc long-term goals, donc on a dit, on ne s'arrêtera pas en chemin, on va vraiment faire le plan qui est 2 degrés, ou 2 degrés et demi, enfin en tout cas 0 émission en 2050, d'accord ? On va dire que on ne participera au progrès de la DLT ou de la blockchain que si ces progrès changent en positif le climat. Vous voyez ? C'est-à-dire on s'interdit de participer, d'être des acteurs du développement de la blockchain. Désolé Imen, mais en gros, si tu nous trouves la couche d'ozone, eh ben, ton produit, on le prendra pas. Voilà. Mais je dis pas que tu le fais. Voilà. Ensuite, donc on collabore, évidemment, ça c'est ce que je vous dis, c'est un mode ouvert, inclusif. Voilà, c'est très interopérable, c'est très low cost, on n'a pas besoin de comprendre, donc welcome, voilà. Et surtout, alors ça c'est un point, je ne pourrais pas le débattre, mais c'est important, c'est la technology neutrality, parce que vous pouvez imaginer que dans ces trucs entre Ethereum, machin bidule, vous avez plein de gens qui veulent évidemment dominer. Il y a plein de gens qui veulent être le nouveau, je sais pas quoi, IBM, Microsoft, machin bidule. Donc nous, on sait, ça c'est les Canadiens qui sont très sensibles à ça, je pense que c'est parce qu'ils ont leur voisin américain qui est toujours un peu hégémonique. Donc les Canadiens sont très sensibles à la technologie neutrality. On veut standardiser, c'est-à-dire on veut, ça c'est extrêmement important, c'est mon message, si j'avais qu'un truc à vous dire et que vous reteniez, c'est on veut des gens dans la coalition qui ont une opinion par eux-mêmes. C'est fondamental. D'accord ? On leur demande pas de comprendre, on veut juste qu'ils aient une opinion par eux-mêmes et non pas apporter à la coalition un truc qu'ils ont entendu dire, ils n'ont rien compris. Ce qu'on appelle lutter contre l'effet garagiste. Vous voyez l'effet garagiste ? Vous voyez le truc ? C'est-à-dire, en gros, l'effet garagiste, c'est dès qu'il y a un nouveau truc, vous avez les garagistes qui arrivent. Les garagistes, c'est quoi ? C'est en gros, c'est ce qui fait que vous amenez votre bagnole pour les plaquettes de frein et à la fin, il vous a changé le carburateur, les pneus et le pot d'échappement. Vous voyez ? Et pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'y comprenez rien. Donc lui, il a dit, les plaquettes de frein, c'était pas du tout le problème c'était les pneus et machin. Comme vous n'avez aucune opinion par vous-même, le garagiste vous facture 2 000 €,
Et vous êtes content, vous le remerciez. D'ailleurs, c'est aussi pour ça, c'est très discriminant parce que moi je vois, quand ma femme amène la voiture chez le garagiste et quand je l'amène moi, c'est pas la même facture, vous voyez. Donc c'est encore plus discriminant. C'est horrible. Enfin, je trouve ça vraiment horrible. Et alors, ma fille de 19 ans, alors là, c'est terrible. C'est elle qui a le summum de la facture. Ils la prennent vraiment pour une pom-pom girl, quoi, vous voyez. Voilà. Donc nous, on a dit, l'effet garagiste, niet dans la coalition. D'accord ? On veut des gens qui aient une opinion par eux-mêmes et qui nous pipotent pas sur cette histoire de blockchain. Voilà. Bon, c'est un peu direct mon truc, mais voilà. Alors évidemment, on est en mode ouvert, comme on a dit, donc on est non for profit et complètement, bien public. Donc voilà, donc on veut tout donner. En fait, on donne tout, puisque de toute façon tout ça c'est relativement open source. Hein. Voilà. Donc rien d'autre si ce n'est que on évite la fraude et puis on se dit que on essaiera au fil de l'eau de rester responsable on va pas se faire dominer par la techno. Voilà. On va essayer de tout le temps se dire que si on a envie de débrancher la machine, c'est quand même le propre de l'homme. D'ailleurs, vous pouvez me débrancher, vous allez le faire et vous avez raison. D'accord? Le propre de l'homme, c'est quand il y en a marre, enough is enough, vous débranchez et au revoir. Et la blockchain, c'est pas elle qui commande. Merci beaucoup.